Radio Grand Lac, votre radio locale, C'est sur le 92.1 en DAB, et sur l'application 100% gratuite. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone Radio Grand Lac. Et l'équipe est encore au complet ce soir. Ça ne s'arrête Guillaume pas. et Vincent. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et oui, nous avons été absents la semaine dernière pour cause festive. À cause de Fiesta. Oui, pour- c'est l'anniversaire, les 4 ans de Radio Grand De Lac. Radio Grand Lac. J'ai voilà. vu que vous Happy étiez bien birthday. amusé. Malheureusement, j'ai pas pu. il y a Je quoi n'ai qui pas pu y était être, Oui. Hein Il y avait que toi. Ouais, ouais. Je n'ai pas pu y être. Moi, je me suis évidemment. bien amusé. Oui. Ouais, ouais. Et du coup, ce soir, on reprend. Et alors là, on a des choses à reprendre parce qu'on n'a pas été là la semaine dernière. Donc, on a un paquet de sorties à évoquer. Et puis des grosses. Ouais, c'est vrai. Parce que ça y est, on est définitivement dans l'été. Et donc, avec les gros blockbusters qui débarquent. Et puis aussi les petits films indépendants, tout ça. La semaine dernière était assez chargée en termes de sorties. Donc, ce soir, émission assez complète pour vous parler de tous ces films. Avant cela, bien évidemment, en première partie, on va parler des sorties de la semaine, puisque cette semaine encore, peut-être moins chargée la semaine, mais elle est marquée par une très grosse sortie. C'est peut-être l'une des grosses attentes de l'année Pour les fans de comics. pour les fans de comics. Oui, parce que en termes de mythologie, On verra ça bien. fait longtemps que le sujet a été maintes et maintes fois évoqué, Traité, oui. traité. C'est vrai. Ensuite, dans un deuxième temps, donc on reviendra sur les sorties de la semaine dernière et de la semaine précédente. Alors là, on a 8 sorties à traiter. On a F1, Mégane 2, 13 jours, 13 nuits, Matérialiste, Rapace, L'accident de piano, Jurassic World Renaissance et The Old Guard 2. Il y a à boire et à manger. Bien hein. sûr. Ah oui, je te On s'en préviens. fout de celui-là. Je vais être rapide sur Mégane 2, je vais être rapide sur The Old Guard 2. Il y en a que ça va être très vite fait. l'accident. Alors, piano. moi, par contre, je vais être long sur les trois d'entre les films là, que tu as évoqués, parce que je les ai vraiment adorés. Vraiment adorés. Et puis le focus de ce soir sera consacré à Superman. Parce qu'on avait fait un focus spécial en octobre sur Batman, donc inévitablement, il est temps de passer à l'autre côté du miroir, la phase plus claire, plus lumineuse, on va dire, de DC Comics. Est-ce que vous êtes fan ou pas? On en parlera. Oui, Est-ce bien que sûr. vous aimez les bien différentes sûr. adaptations cinématographiques? Celles que vous n'aimez pas, parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont pas bonnes. Mais voilà, on va pouvoir traiter de tout cela. Mais sans plus tarder, mon cher Guillaume, on va commencer par la sortie de la semaine. Oui, sans surprise, Superman, donc cette fois réalisé par James Gunn avec David Corenswet, Rachel Brosnahan et Nicholas Hoult. Donc Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l'humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l'intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à quatre pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan? On va écouter un extrait. Si tu veux, ouais. prêt? Quand tu veux, Miss Pulitzer. Superman. Lois Lane. Récemment, vous avez essuyé de nombreuses critiques pour Je ce crois que pas qu'il y en beaucoup... ait eu tant que ça. Si, je vous assure. Le secrétaire à la Défense va lancer une enquête concernant vos actes récents. Vous trouvez ça drôle? Mes actes récents. C'est quand même un Superman, comme la dernière itération, un peu plus politique. À quand savoir qu'on redémarre un nouvel univers, mais qu'on ne s'intéresse pas forcément aux origines de Superman, puisqu'elles ont été maintes fois montrées à l'écran. même. Oui, je crois que c'est un Superman en activité depuis 1 an. Oui, Je un crois an ou qu'il- deux, oui, quelque chose comme ça, C'est comme ça. ils ont fait avec The Batman, quoi. Je crois que tout le monde sait d'où vient Superman maintenant, à mon avis. Oui, d'ailleurs, c'est James Gunn qui a dit que pour lui, il y a 3 choses qu'il n'a plus besoin de voir au cinéma, c'est-à-dire les parents de Batman assassinés, Peter Parker se faire mordre par une araignée et le bébé Kal-El sortir de Krypton. Il dit ça, Voilà, c'est bon, c'est c'est ça. acté, tout le monde a compris. Ouais, mais le voir de manière différente ou changer cette origine, ça peut être intéressant. On verra. Du moins, Snyder a fait une chose intéressante.
C'est vrai. Autre sortie, je dirais que ça me faisait évoquer le titre, un peu les gardiens de la galaxie. Un petit peu. C'est vrai, oui. Marius et les gardiens de la cité phocéenne. Donc c'est encore autre chose qui est disponible aux Toiles du Lac et au pâté de Tony Datis avec Soprano, Nordine Sali et Walid Ben Ammar. Alors c'est donc autoproclamé roi de Marseille. Marius, c'est un guide touristique haut en couleur qui trimballe ses clients dans son bus panoramique. Le jour où son véhicule tombe en panne, mettant en péril son petit business, il fait la rencontre de 3 gamins du quartier qui prétendent être sur la piste d'un trésor. Marius se retrouve alors engagé dans une dangereuse aventure. On écoute un extrait. Mais si tu paies pas, tu dégages. Vous voulez quoi? On cherche un guide pour trouver un trésor. Y a pas de trésor à Marseille, y a que des ennuis. Et ça alors, c'est quoi? C'est une vieille pièce phocéenne. Le cœur de Marseilia, ça vous parle? Tous les guides de Marseille connaissent cette légende. Bah, bien sûr, tout le monde connaît ça. De toute façon, du moment qu'en fait t'es dans le Star System, tu peux faire du ciné, de la chanson, tu peux tout faire maintenant. Rien n'est impossible. Oui, c'est vrai. Un plus ou moins niveau de qualité. Oh, mais ça va faire 1 million, ça, c'est facile, hein. Le million, ça? Oh, ouais, peut-être, ouais. Ou je sais pas. ça va rentrer dans ses coups. Parce qu'il y a un public marseillais. Ouais, peut-être, oui. Oui, on en est au combien de. C'est comment les. Non, pas les Kaira, les. Les dégâts? Oui, non, les Secpa, là. Les Secpa, il y en a 2, ouais. Oui, il y en aura sûrement un 3e. Sans doute, ouais. Voilà. Ma foi. Et la 3e sortie, c'est Over, qui sera seulement au pâté. C'est un film d'horreur réalisé par David Moreau avec Olga Kurylenko, Jean Schatz et Philippe Schaurer. Lorsque sa mère meurt brutalement, Alice, qui avait rompu tous les ponts depuis des années, se voit contrainte de rentrer chez elle pour régler les démarches funéraires. Elle renoue malgré elle avec une jeunesse traumatique quand elle revient dans cette maison où rien, pas même sa chambre d'adolescente, ne semble avoir changé. Si ce n'est cet étrange système de vidéosurveillance très sophistiqué où cette ombre qui rôde alentour, le passé ne s'enfuit pas si facilement, surtout quand il est aussi monstrueux. On n'a jamais vu ça et on écoute un extrait. My mom died, Johnny. When was the last time you spoke to her? Et il n'y a pas de VF, voilà. Ça, je crois qu'il y a que en... Mais en fait, oui, je savais plus qui c'était, David Moreau, mais en fait, oui, il a fait des trucs Enfin, il avait 20 ans d'écart, des machins comme ça. Ouais, c'était marrant, 20 ans d'écart. En tout cas, moi, cette Olga Kurylenko, quelle belle femme. Ah oui, j'aime beaucoup. Quelle déchéance, par contre, de finir dans le cinéma français maintenant. Ah, puis elle a pas fait de grands films depuis 10 ans. Hein. Ouais. Oui, parce qu'elle est dans le dernier Marvel Thunderbolts. Elle a 1 minute de temps d'écran. Ouais, mais en fait, oui, parce qu'elle a trouvé sa niche maintenant pour le cinéma français depuis l'Empereur de Paris. À savoir si ça vaut le coup avec le cachet, parce qu'1 minute, combien est le cachet je sais pas. Le tarif syndical hollywoodien. Elle est quand même sur l'affiche, hein. Donc je pense que ça a dû négocier quand même pas mal. Ça doit être bankable alors. Autre sortie, film d'animation, Guillaume. Oui, Buffalo Kids de Juan Jesus Garcia Galocha et Pedro Solis Garcia. Donc au début du XXe siècle, 2 orphelins irlandais, Mary et Tom, traversent les États-Unis à la recherche de leur oncle. Sur leur route, ils croiseront autant de méchants que de héros. On peut écouter un extrait. Milliers de kilomètres d'ici. Eh ben, on n'a qu'à prendre le train. Mais tu vas où comme ça? Oncle Naïeul ne viendra pas. On va aller le trouver. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il ne parle pas? Il dit tout avec les yeux. Il n'a pas besoin de parler. On va pouvoir s'emparer facilement de ce train. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'on gardait Sparky jusqu'à ce qu'on trouve oncle Naïeul. Bon, ça peut être sympathique pour les enfants, ce Buffalo Kids. Voilà. Petit western pour enfants. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Super. Oh, I Love Pérou, c'est un film qui est disponible au Victoria à l'Astrée, de Raphaël Quénard qui se met à la réalisation et de Hugo David. Documentaire, ouais. D'accord. Alors, pseudo-documentaire. Ouais, parce que là, le synopsis est lancé dans une course effrénée vers le succès. Un comédien biscornu abandonne ses plus fidèles alliés. Seul face à lui-même, une vision troublante le percute. Direction le Pérou pour une aventure spirituelle. On écoute un extrait. Qu'ils n'ont pas de coups. C'est des coups max de genre... Quelques centimètres. On dirait qu'on a posé la tête sur les épaules
Voilà, c'est déjà insupportable. Moi j'aime bien, moi, Raphaël Quenard. Moi, il m'a déjà je peux saoulé, moi. Vous êtes pas. J'étais, mais trop. Il est, Ouais, loin, trop. il est loin d'être bête, ce garçon, Non. au contraire, même. Mais ouais, sa manière de parler. C'est ce qu'on lui a reproché. Sur tout un film, je peux pas. Là. Ouais, c'est vrai que c'est un peu particulier. Surtout un mais film un peu chelou. Après, moi, ça me perturbe pas plus que ça. Voilà. Le futur Johnny Hallyday à l'écran. Ah bon? Oui. Validé par Laetitia. Laetitia. Elle a dit oui. Oui, bon, c'est un peu étonnant quand même. Je sais pas, il n'y a pas eu un conflit. Là, il va changer d'avis. d'un coup. Non, mais il n'y a pas eu un conflit avec les enfants. Non, Laetitia c'est- validé. Elle a Parce validé que leur c'est elle qui réalisation. valide, du coup. Ce serait amusant que C'est marrant parce David Hallyday et Laurent Smet font leur propre biopic de leur côté. Mais à la On a base, une il regard des biopics. Non, Bah il a été annulé. Il y en avait 2 de prévus. Un de Cédric Jiménez et un de je ne sais plus qui, et qui a été annulé, qui n'était pas validé par. Bon, entendons Laetitia bien, Hallyday. je ne remets pas en question l'interprétation de Raphaël Quenard en tant que Johnny Hallyday, parce que je sais pas ce que ça va donner. Ça va peut-être être très bien. En tout cas, je trouvais que celui qui avait joué Johnny Hallyday dans le film Monsieur Aznavour, le jeune était vraiment épatant. Il lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. quoi. D'accord. Je te dis, s'il y a une adaptation du jour où le Titanic va couler, ça sera Raphaël Quenard qui jouera ton rôle. Ouais. Et moi, ça sera Pio Marmaille. Et Voilà. celui qui jouait dans Philippe Smet, non, il était bien aussi. Oui, mais c'était. Il était pas mal, est plus disponible. Il était pas mal celui-là. Autre sortie, c'est la trilogie Oslo Amour. Alors c'est le 2e volet. Le premier volet, Rêve, était sorti la semaine dernière. Et le 3e volet sort la semaine prochaine, qui s'appelle Désir. Ce sera disponible au Victoria Lastris. C'est réalisé par Dag Johan Ogrud avec Andrea Brian Ovig, Tayo Sidetella Jacobsen et Marte Engebretsen. Bien sorti. Sur un ferry qui les ramène à Oslo, Marianne, médecin, retrouve Thor, infirmier dans l'hôpital où elle l'exerce. Il lui raconte qu'il passe souvent ses nuits à bord à la recherche d'aventures sans lendemain avec des hommes croisés sur des sites de rencontres. Ses propos résonnent en Marianne, qui revient d'un blind date organisé par sa meilleure amie et s'interroge sur le sens d'une vie amoureuse sans engagement. Mais ce soir-là, Thor succombe au charme de Bjorn, qui lui résiste et lui échappe. Voilà. Pas d'extrait. Non. D'accord. Ça a l'air... la croisière s'amuse. Hein. Ah oui, elle va s'éclater, oui. Autre sortie, assez prometteur, ça. Des feux dans la plaine, donc au Victoria à l'Astrée de Jijiang avec Zhu Dongyu. Ouais, Dongyu. Ouais. Si je dis rien, c'est que c'est bon. Liu Aoran et Yuan Hong. Donc Chine, 1997. Une série de meurtres endeuille la ville de Fentun. Les crimes s'arrêtent mystérieusement sans que les autorités aient pu élucider l'affaire. 8 ans plus tard, un jeune policier proche d'une des victimes décide de rouvrir l'enquête. On dirait le synopsis de Memories of Murder. On dirait le synopsis de beaucoup de films, ouais. Mais le film date de 2021. Ah, tu vas y aller, ça. Pour qu'il arrive au cinéma comme en France en 2025, c'est qu'il doit être quand même pas mal. Ouais, pourquoi pas. On va se laisser tenter. On va se laisser tenter. Ah, oui. Le rire et le couteau, seulement disponible à Victoria, il n'y aura pas de bande-annonce, de Pedro Pino avec Sergio Coragem, je sais pas comment on dit, Cléo Diarra et Jonathan Guilherme. Sergio voyage dans une métropole d'Afrique de l'Ouest pour travailler comme ingénieur environnemental sur la construction d'une route entre le désert et la forêt. Il se lie à 2 habitants de la ville, Diarra et Guy, dans une relation intime mais déséquilibrée. Il apprend bientôt qu'un ingénieur italien affecté à la même mission que lui quelques mois auparavant a mystérieusement disparu. Donc mystère et boule de gomme. Exactement, et on finit par In the Summers, disponible seulement Victoria, réalisé par Alessandra Lacorazza avec Residente, Sacha Cale et Leo Meyel. Sacha Cale, souvenez-vous, c'était la Supergirl de The Flash, qui n'a pas eu grand-chose d'autre après. Violetta et Eva rendent visite chaque été à leur père Vicente, à la fois aimant et téméraire. Il crée un monde merveilleux, mais derrière la façade enjouée, il lutte contre l'addiction qui érode progressivement la magie. Vicente essaie de réparer les erreurs du passé, mais les plaies ne sont pas faciles à refermer. Voilà. Et puis du côté de nos amis cinéphiles, c'est ainsi que Michael Haneke avec son diptyque Lemmings, avec donc le premier volet L'Arcadie qui sera disponible au Victoria. Attention, mercredi, vendredi et dimanche. Toujours réalisé par Michael Haneke avec Regina Sattler, Christian Ingomar et Paulus Manker, la chronique de quelques jeunes dans une petite ville d'Autriche à l'automne 1959. Et le deuxième volet, Lemmings 2, Blessure, qui sera disponible les jeudis, samedis, lundis et mardis.
par Michael Haneke, avec Monica Bleibtreu, Elfriede Hiral et Wolfgang Hübsch. Et donc, c'est les mêmes personnes 20 ans plus tard. Donc voilà un diptyque à découvrir ou à redécouvrir. Il va falloir s'organiser pour voir le premier avant le deuxième à vos petits carnets. Voilà. Eh ben écoutez, beaucoup de sorties cette semaine, Oui. Beaucoup de variétés, et puis on va se faire une première pause musicale, et évidemment, vu que James Gunn nous sort un nouveau film demain, on va s'écouter Hawktown Feeling de Blue Swede, qui était donc la première musique dévoilée pour les Gardiens de la Galaxie, premier du nom. On s'écoute ça et on revient tout de suite après pour parler des sorties des semaines précédentes. Radio Grand Lac, ensemble. Tout le temps. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac, 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone Radio Grand Lac. Je suis toujours en compagnie de Guillaume et Vincent. Affirmatif. Oui. Et ce soir, nous avons un public. En plus, nous avons un fan club. Ouais. Manifestez-vous. Applaudissez. Je suis venu avec mon fan club, je me déplace jamais sans eux. Du coup, on a parlé des sorties de la semaine. Il est désormais temps de parler des sorties des semaines précédentes. Et alors là, on a un programme très 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 chargé. Mais avant cela, quelques sorties que nous vous avions déjà préalablement conseillées, qui sont toujours disponibles en salle. Mon cher Guillaume. L'adaptation live de Lilo et Stitch, le film Life of Chuck qui est toujours disponible. Que Vincent approuve. Oui, et qui va en parler que un petit peu après. Totalement. Le film 28 ans plus tard, moi je le mettrais plus dans la case mitigée, mais bon, c'est pas moi qui écris les scripts, mais bon, on vous le conseille. Et le film Elio de Disney, ouais, que tu c'est conseillais. Ça. Par contre, on est toujours en avis réservé sur l'adaptation live de Dragon, et moi je mettrais 28 ans plus tard dedans. Dragon est en avis réservé parce que si vous avez vu le film d'animation, je ne vois clairement pas l'intérêt pour vous d'aller voir le film. On a beaucoup ri aujourd'hui parce qu'ils annoncent une adaptation live du Prince d'Égypte. Oui. Et on a dit, ça s'appelle Les 10 Commandements. Voilà. Ou Exodus, accessoirement. D'accord. Bref. Bon, alors, parle. Ça fait couler beaucoup d'encre, cette histoire-là. Oui. Alors, parle du coup vite fait de ta découverte de Life of Chuck. Life of Chuck, c'est déjà, il faut rappeler quand même que c'est tiré d'une nouvelle ou d'un petit roman, un court roman de Stephen King. Ouais. Donc moi, j'affectionne tout particulièrement. C'est de Mike Flanagan. C'est donc un film qui était sorti donc au Festival de Toronto, je crois, il me semble, en 2024 déjà. Oui. En parenthèse. Et donc ce film-là est exceptionnellement étrange et revigorant quelque part, je trouve, parce que alors c'est pas l'étrangeté un peu inquiétante dont on a l'habitude avec Stephen King. C'est une étrangeté douce et qui donne un éclairage assez particulier sur l'existence d'un individu. C'est pas la disparition de l'univers, en fait c'est la disparition d'une conscience qui marque toutes les autres personnes qui l'ont approché, qui l'ont côtoyé et avec qui alors il y a rien d'extraordinaire en soi, mais ce film est très fait du bien à l'âme, moi je trouve. Et Tom Hiddleston, là, qui joue le rôle de Chuck adulte, puisqu'il y a quand même 3 autres personnes qui, à l'âge de 7 ans, 11 ans et 17 ans, vont interpréter son personnage. Est magnifique dans le rôle, et donc c'est une chronologie inversée qui se déroule en 3 actes avec on commence donc évidemment par la fin. On va pas raconter. On commence par la fin de l'histoire. Très court, ça. très court. Voilà, parce qu'on en a déjà parlé il y a 3 semaines. Non, et moi j'engage vraiment tout un chacun. Et d'ailleurs, moi je suis allé le voir, la salle était pleine, et je pense que le bouche à oreille fait beaucoup. Il marche très bien. Marche beaucoup. On est à 300 000 entrées là en France. Et il le mérite. C'est vraiment un film qui le mérite. Si je crois bien me souvenir, la bande son était pas mal. Oui. Et il y a donc voilà, c'est remarquable. C'est un film remarquable et qui sort des sentiers battus qu'on a l'habitude de voir. Et pour les adaptations de Stephen King, d'une part, mais pour des films en général, de manière générale, c'est vraiment un film qui tire son épingle du jeu et qui nous parle à l'intime, je trouve. Oui. Ah non, mais c'est carré. C'est une étrangeté douce. Je pèse mes mots quand je dis c'est le genre de film qui vous marque à vie.
On va passer du coup aux sorties donc d'il y a 2 semaines et on va faire par ordre chronologique. On va commencer par F1. F1 réalisé par Joseph Kosinski, avec Brad Pitt, avec Damson Idris, avec Kerry Condon, avec Javier Bardem, non je sais plus à quoi est pleine. C'est produit par Jerry Bruckheimer. Oui, et ce monsieur savoir faire. Et ce Brad Pitt, quel bel homme. Ah bah oui, c'est très bien, très bien. Bien sûr. Et puis du coup, bon bah F1, clairement, moi c'est un gros coup de cœur. Ah moi aussi. Pareil. Je l'ai vu 2 fois, pour tout vous dire. Mais tu l'as pas vu en 4DX. Je l'ai pas vu en 4DX. Et ça, c'est un. Mais je l'ai vu en Dolby Sound Surround 7.1. Qui devait être très très bien. Mais t'as pas été secoué comme moi dans l'habitacle de la F1 là. Parce que alors au mieux, bah tu te prends un bon massage. Au pire, tu vas chez le kiné après. Donc il faut, si vous êtes un peu fragile, vous abstenir de prendre la 4DX. Hein. En effet. Oui, il faut faire gaffe quand même. Je crois que c'était toi, Guillaume, qui avait eu un mal de dos après Fast and Furious. J'ai jamais vu Fast and Furious en 4DX. Alors je sais plus qui c'est qui m'avait sorti ça, mais... Non, moi j'avais adoré, j'avais vu Top Gun Maverick, moi. Ah oui. Et la grosse surprise, je m'étais dit, oh bah au moins il y aura pas d'eau. Et évidemment, il y a une scène de bateau. Ah bah, alors il y a de l'eau aussi dans F1 parce qu'à un moment donné, il roule sur le circuit un. Ah bah oui, qui pleut. Voilà, et on a aussi les effluves du champagne à la fin. Mais on n'en a pas le goût malheureusement. Ah bah ça, c'est malheureusement, on n'a pas le goût de je vais essayer de le rattraper. Mais même à un moment donné, quand Brad Pitt il rentre dans son bain. Il y a son petites éclaboussures. Mais moi j'ai trouvé que c'était, alors on pourrait schématiser en disant c'est le Top Gun Maverick de la voiture. Oui. D'une certaine manière, oui, parce qu'en termes de construction, on retrouve la petite histoire romantique, on retrouve un peu ce côté-là, mais c'est le même scénario que Jerry Bruckheimer écume depuis 40 ans. Oui, tout à fait. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Je vous rejoins. Ça fonctionne très bien, et je trouve ce qui marche très très bien pour moi qui suis très fan de la Formule 1, c'est que on met en avant la stratégie de la Formule 1. C'est-à-dire que Brad Pitt n'est pas un simple coureur et non pas de jupon. C'est que véritablement il pense toujours, il a une ligne d'avance sur les autres. Et franchement, c'est vraiment jouissif de le voir jouer avec ces nouvelles règles de la Formule 1 qui paraissent absurdes et arriver à gagner des points avec ça. Je trouve ça génial. Mais c'est assez intéressant parce que moi qui suis un néophyte en la matière, j'ai vu ça avec beaucoup d'intérêt parce que j'ai appris des choses au niveau de justement de la stratégie qui se résume à des détails infimes qui permettent de prendre la pole position, et c'est très intéressant en définitive. Et en ce qui concerne la romance, moi je voulais dire que je trouve la romance bien plus intéressante que celle de Maverick Top Gun, qui était vraiment à mon sens un peu surfaite et pas très subtile, alors que là c'est le rôle de la directrice technique d'APX GP, Kerry Condon est assez subtil au niveau du jeu, et Brad Pitt n'en fait pas des masses justement, il n'en fait pas trop, et on y croit à cette histoire, et en même temps on n'est pas supposé se dire qu'il va y avoir une histoire, mais il y a quelque chose de très touchant qui se lie entre les deux personnages. Non, c'est plutôt bien fait. Oui. La musique est géniale. Excellent. Hans Zimmer. Très, très et bien. La BO, même les chansons sont très bonnes. J'aime beaucoup aussi la dynamique entre Brad Pitt et Damson Idris. Oui. Donc qui est le Rookie. Au début, évidemment, ils se détestent, et puis après, forcément, ils vont se comprendre l'un l'autre. Et j'adore la partition de Javier Bardem, que je trouve formidable. Oui, c'est un immense acteur, entre parenthèses. Donc F1, foncez. Ouais. Il y est encore dans le salle, donc il y est pour longtemps. Et il y est pour longtemps. Je vais être très rapide sur Mégane 2. C'était très nul. Mais qu'est-ce que tu t'infliges ça aussi? Bon, le premier était pas trop mal, mais alors le 2 est absolument affreux. C'est-à-dire qu'on tente une Terminator 2, c'est-à-dire que Mégane, qui était la méchante du premier, donc devient la gentille, et qui doit se battre contre une IA beaucoup plus méchante. Les scènes d'action sont pourries, l'humour est pourri, c'est affreux, c'est moche, c'est laid, et c'est ennuyeux. C'est bien fait pour toi. Oui, c'est bien fait.
Et le même soir, je me suis fait, par contre, 13 jours, 13 nuits. Donc, le nouveau film de Martin Bourboulon avec Roche Dizem, Lina Koudry et Sitz Babette Knudsen, qui donc est l'histoire vraie donc de ce récit d'évacuation à Kaboul en 2021. À l'ambassade française, c'est ça? À l'ambassade française, qui était le seul point à ce moment-là de ralliement où on pouvait encore évacuer. C'est le dernier point d'évacuation qui restait ouvert. Et véritablement, le film a une très belle tension. C'est pas extraordinairement réalisé, je trouve. C'est Martin Bourboulon, sauf dans la dernière demi-heure où il y a un petit réveil, quoi. Mais le film est porté surtout parce que Roche Dizem et confirme encore que c'est l'un des meilleurs acteurs de sa génération et qu'il peut porter un film sur ses épaules largement. Donc voilà, 13 jours, 13 nuits, je conseille pour ceux qui sont intéressés. La semaine dernière, alors, il y a eu plein de sorties. La première sortie, c'était Materialist avec Dakota Johnson, Pedro Pascal et Chris Evans, Captain America. Donc ça s'apparente à une sorte de comédie romantique, mais en fait, ça n'en est pas vraiment une. C'est une sorte de réflexion, puisque Dakota Johnson joue une matchmaker, c'est-à-dire qu'elle fait rencontrer les gens avec des critères et tout ça, sauf qu'elle aussi est confrontée à ce qu'elle pense en termes d'amour. Et du coup, c'est vraiment une réflexion de est-ce que la recherche de la rencontre parfaite, est-ce que ce n'est pas complètement vain et qu'il ne faut pas juste trouver une personne avec qui on s'entend bien et puis, comme elle dit, trouver un compagnon ou une compagne d'EHPAD, parce que pour elle c'est ça. Donc c'est un film assez touchant. Chris Evans a un très beau monologue. Je pense que son agent est enfin content de lui avoir trouvé un bon film depuis 10 ans. Et il divise. J'ai vu qu'il plaisait pas tant que ça. En fait, après Past Lives, qui était le précédent film de la réalisatrice, c'est beaucoup moins bien. On va pas se mentir, mais il y a quand même quelques vérités. Donc si vous êtes aficionados du genre, vous pouvez y aller. Moi, je vous le conseille, avis réservé, mais je vous le conseille. Et Pedro, il est comment dedans? Pedro, c'est Pedro. Comme d'hab. C'est-à-dire que c'est la classe. C'est la moustache. C'est la classe. Mais il y a une petite révélation sur son personnage qui m'a beaucoup fait rire faisant 1m99, moi-même, et c'est assez amusant. Voilà. Je pense savoir de quoi il parle. Voilà. Disons qu'apparemment, dans les sites de rencontres, beaucoup d'hommes mentent sur la taille. Ce n'est heureusement pas mon cas. Je n'ai pas besoin de le faire. Voilà. Sur la taille de quoi? La taille du corps. Ah d'accord. Tu m'excuseras, mais la taille du corps. La taille du corps. Autre sortie que tu as vue. Autre sortie que j'ai beaucoup appréciée, Rapace. Le film donc sur le magazine détective avec Sami Bojila, Mallory Vanek, Valérie Donzelli, Jean-Pierre Daroussin. Ouais. Et je pense que c'est bon. J'ai Stéphane Crépon aussi. Ils sont tous excellents en plus de ça. Franchement, ouais. Franchement épatant, en partie tourné à Chambéry, ce qui est un peu amusant quand tu es à Chambéry pour voir le film à Chambéry. C'est marrant. Mais c'est fait une avant-première. Il y a une avant-première au Festival d'Aix-les-Bains, mais pas à Chambéry. Voilà. C'est vrai que c'est curieux. Ouais. J'ai trouvé que le début se cherche un peu. Disons qu'il y a plusieurs pistes, on ne sait pas vraiment sur quelle enquête on va se lancer. Mais alors, une fois qu'on se concentre sur l'enquête principale, et alors surtout l'une des dernières scènes, qui est une scène qui dure 20-30 minutes facile dans un restaurant, mais c'est une tension monumentale. J'ai trouvé que c'était un très très bon thriller. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, moi je suis très très fan parce que ça fait écho à pas mal de choses aussi que j'ai un peu vécu. Oui. Et donc quelque part il y a une tension phénoménale dans ce film, effectivement. Mais en même temps, tu vois, le début, tu dis la même chose que d'autres personnes m'ont dite, à savoir que ça avait l'air d'être un peu long à se mettre en place, mais non, pas du tout, parce que justement pas long, mais je trouve ça s'éparpille. Non, parce que justement, on te donne l'ambiance d'une équipe de ce type-là, et puis subitement, il y a l'enquête qui va se démarquer du reste de toutes les autres enquêtes, et qui va permettre à l'enquêteur principal, enfin c'est pas un enquêteur, c'est un journaliste, mais qui agit vraiment comme un enquêteur, à vrai dire, et qui va vraiment un peu ambigu, parce qu'au début on se dit, mais est-ce qu'il se fout pas un peu de nous De toute façon, la notoriété de ce magazine-là, et c'est Dixit, le réalisateur lui-même, au Festival d'Aix-les-Bains, qui disait qu'au début, il était pas... Et c'est vrai que les gens qui assistent qui prennent le magazine détective, ils s'en vendent pas forcément, parce que c'est un peu voyeuriste, c'est un peu... c'est fait dans un certain état d'esprit qui est pas franchement très reluisant. Mais
ça attire forcément toujours l'âme humaine. C'est vraiment un beau polar. Un beau polar. Avec une photographie qui est très belle. Un jeu d'acteur qui est magnifique et par ailleurs une bande son qui marche à merveille avec la tension du film. C'est vrai, tout à fait. Et Sami Bouajila, il est exceptionnel. Exceptionnel. Et Mallory Vanek confirme après l'amour ouf que elle est vraiment une grande actrice à suivre, je pense. Oh, certainement. Ensuite, on a L'accident de piano, le nouveau film de Quentin Dupieux. Oh, mon Dieu. Alors, ça va être très rapide. Fan club, nous avons un fan dans la personne de Guillaume. L'histoire, c'est l'histoire de Magali qui... J'ai vu la bande-annonce, ça m'a l'air rigolo. Ouais, alors... c'est l'histoire de Magali qui en fait ne ressent pas la douleur et du coup elle fait des vidéos où elle se fait de plus en plus mal. Et alors, moi déjà de base j'étais mort de rire au début des vidéos parce qu'elle a un nom de scène, c'est-à-dire qu'elle commence tout le temps les vidéos en disant « Salut les amis, c'est Magaloche et aujourd'hui j'attaque le marteau, j'attaque l'huile de friture ». C'est très 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 drôle et franchement Adèle Exarchopoulos elle est méconnaissable. Elle est vraiment, dans les bandes annonces, effectivement, ça. Alors, je vous conseille une chose, il faut voir le film, mais que pour elle, parce que le reste, c'est pas terrible. Comme tous les films Disons qu'il y a un propos sur la célébrité qui, du coup, les fans sont envahissants, ça te rend fou, tout ça, mais j'ai trouvé ça tellement tarte à la crème, tellement vu 150 000 fois que je dis mais pourquoi tu as besoin de raconter ça maintenant Parce que c'est un mauvais Quentin Dupieux, c'est tout. Disons qu'il a tout. C'est un mauvais. Je trouve qu'en fait à chaque fois il a une idée. C'est original. Il a une idée, mais après, c'est. Peut-être que ça va laisser un peu. Il y a toujours les 20 dernières minutes où tu. Il écrit ses scénarios sur un post-it. Je suis sûr. Il y a la bonne idée sur le post-it. Ouais, voilà. C'est tout. Écoute, ça sort de l'ordinaire. Moi, mais je trouve que c'est par pas contre, voilà. Franchement, si vous voulez voir Adèle Exarchopoulos dans un rôle des sous à ultra comique, je comprendrai jamais. Mais non, c'est pas grave. Ah non, mais moi ça me. Enfin voilà. Moi, j'ai passé un plutôt bon moment, mais moi, je pense que ça va être drôle. Ouais. C'est loin d'être son meilleur, par contre. Et je pense qu'il a peut-être besoin de se faire peut-être une petite année à vide, histoire de se retrouver un peu. Parce que là, il y a un autre film qui a été tourné avec Eric et Ramsey. Ou alors composé avec un autre scénariste qui étaye un peu peut-être les à côté de son idée principale. Ou arrêter le cinéma, ça nous fera pas de mal. Vraiment. Pourquoi être radical comme ça parce que moi, je déteste ce qu'il fait. Alors, c'est une horreur. Tu vas être ravi pour le film suivant, donc parce que Jurassic World Renaissance, donc le 7e volet, le 7e volet de la saga Jurassic Park, qui est sorti un vendredi, curieusement. Alors. Le 6e était pas terrible. C'était pas terrible. Il était pas terrible. C'était une daube sans nom. Il était pas terrible. Le 7. On m'avait jeté du caca à la figure. Si. Là, tu nous cites du Dupieux, là. Si. Franchement, Dominion, c'était horrible. Mais le 7. C'est pas terrible non plus, en fait. Oui, je me doute. Il y a vraiment. Alors, par contre, le réalisateur est quand même bon, c'est Gareth Edwards. Et non, mais faut arrêter avec lui. Il est nul, il est pas bon non plus. Il est pas bon. Dans Godzilla, c'est très très bon. Mais parce qu'il sait faire des belles images, mais il sait pas raconter une histoire. Les bestioles jouent bien, par contre. C'est ce que j'essaye de vouloir dire. C'est-à-dire qu'on a par contre 3-4 bonnes scènes d'action. Véritablement, ça c'est vraiment réussi, où le réalisateur joue à cache-cache un peu avec les dinos, on se fait un peu surprendre et tout. Ça fonctionne bien. Par contre, le scénario est aux fraises, les personnages, on s'en fiche royalement. C'est-à-dire Scarlett Johansson joue Scarlett Johansson. Enfin, on leur demande peut-être pas plus. Certes. Enfin, quand même, si un petit plus quand même. Mais voilà, Mahershala Ali dans ce film, ça fait quelques films qu'on sait plus. Mais j'ai envie de lui dire, mais mon pauvre, tu as eu 2 Oscars, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, mais ça fait quelques films où je me demande ce qu'il fout là. Mais je pense qu'il vaut mieux voir Jurassic Plage. Jurassic Plage, ouais. Ça, mais je comprends pas. Mais Gareth Edwards, moi je te le dis, c'est pas un bon. Après, t'as vu la moitié de ses films. Ouais, et toi? Je les ai tous vus. Tu les as tous vus? Monsters, Godzilla, Rogue One, The Creator. Ouais, Rogue One, tu sais, c'est son bon film. Tu sais pourquoi? Non. C'est même pas lui qui l'a fini. Je préfère The Creator, j'aime pas Rogue One. Ouais. T'aimes pas Rogue One? J'aime que la fin. Ouais, bon, en même temps, c'est pas un de ses films. Voilà. Quasiment. The Creator, je suis sûr c'est mauvais. Mais non. C'est la carte Alex Garland, c'est beau la confiance entre amis. Hein, alors. Ils ont travaillé sans compter, quoi, comme dirait voilà. là. Alors, donc Jurassic World Renaissance,
J'ai pas à vous dire d'y aller ou de ne pas y aller. Le film est déjà un gros carton et Vous y êtes déjà allé. Il y a même pas besoin de forcer. Si vous avez envie de voir des dinos, foncez, vous serez content. Si vous voulez vraiment, vous pensez que c'est le renouveau de la saga Jurassic World, n'y allez pas, Non, c'est pas le cas. N'y allez pas, s'il vous plaît. N'y allez pas. C'est trop tard, Guillaume. C'est trop Mais tard. N'y allez pas. Et puis alors, The Old Guard 2 sur Netflix. Alors autant j'avais trouvé le premier pas trop mal, et ben le 2, c'était nul. C'est-à-dire que c'est même pas un film complet, ça se finit dans le vide. Mais moi je voulais voir une baston entre Charlize Theron et Uma Thurman avec un sabre, donc j'étais très content. Et ben c'était pas terrible. Voilà. Mais le premier, je trouve, j'aime bien ce délire immortel, ça marche bien sur moi, je trouve ça cool. Mais là non. Voilà. Donc au final on vous conseille F1, 13 jours 13 nuits, Life of Chuck évidemment, Matérialiste, Rapace et l'accident de piano. Allez, je vous déconseille. Au lieu de Jurassic World de Renaissance. Ouais, non, mais Jurassic World, vraiment, n'y allez vraiment que si vous aimez les dinos. Attention. Je peux presque dire, allez plus voir l'accident de piano que Jurassic World. Ah bah, Au moins, il y a quelque chose de plus original. Ah bah voilà, C'est tu vois qui arrive. C'est vous dire entre à la quel peste point et- il opère une déchéance. Ouais. Entre la peste et le choléra, je ne sais que choisir. Excusez-moi. Eh ben écoutez, vu qu'on a parlé de Jurassic World, on va quand même, avant de faire le focus sur Superman, on va s'écouter le Jurassic Park theme de John Williams. Souvenez-vous quand c'était bien. Voilà, et on revient tout de suite après. En positif sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac, 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone Radio Grand Lac. Guillaume et Vincent sont toujours là. Oui, je me suis calmé pendant la pause. Il s'est calmé. Excusez-moi. Lâche ce pistolet, Guillaume. Je Et me toi, suis- ce couteau, Kevin. Je me suis emporté, excusez-moi, mais parfois, quand on parle de Quentin Dupieux ou des gens Alors comme là, ça, il y avait une bataille rangée. ça me... Voilà, Je vous ça avoue m'hérisse que le poil. j'ai failli fuir. Hein. Mais après tout, la critique cinéma, c'est ça aussi. Voilà, on lui a jeté ben. un seau d'eau. Et comme dirait Samir, notre ami Samir, sa vie. Voilà. Oui, c'est vrai. On le salue d'ailleurs. Et on va parler de notre focus de ce soir. On va parler de Superman. Alors, Superman quand même qui date de 1933, créé par Jerry Siegel et Joe Shuster. Yes. J'ai l'impression que Vincent avait la formation. Tu avais la formation. ouais. Détective Comics. Exact. C'était déjà Détective. Oui. Non, c'était pas Action Comics. plutôt. Action Comics. Comics oui, en exact. juin 1938. Je confonds avec Batman. J'avais- Batman, c'était Détective Comics. Et c'est juste après Batman, et ça a été inspiré par Superman d'ailleurs. En 39, ouais, si je dis pas de bêtises, je crois. 40, ouais, à peu Batman, près dans ces eaux-là. Ouais. 40. Et alors, Superman, du coup, bon, avant de parler des films, déjà d'emblée, le personnage, pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque? Bon, c'est dans la grande tradition de la mythologie. C'est la mythologie moderne. Oui. Voilà, les hommes ont toujours eu des dieux, des super-héros, etc. Et Superman étrenne la longue liste des super-héros dont on va avoir droit. Après Flash Gordon, Buck Rogers, The Shadow, enfin tous ces personnages-là. Voilà. C'est une lavette, il met son slip par-dessus son costume. Voilà, c'est ça. Non, je C'est vrai que plaisante. c'est assez étonnant ça. C'est toujours Voilà. étonnant. Et même la cape, même. On a moi, dit j'aime qu'il la- était fort, on n'a pas dit qu'il était intelligent. C'est pas mon personnage préféré, mais j'aime la symbolique de l'espoir et tout ça qui est représenté à chaque fois par le symbole, alors, par le rapport côté à où ça, il vole vers le soleil et tout ça. Tu as pas tort de parler de ça parce que en fait de tous les créateurs de ces super-héros, pour la plupart d'entre eux, ce sont des fils d'immigrés juifs européens. Oui, Et ça s'est créé à partir de la Seconde Guerre mondiale. Et c'était un peu les sauveurs qui venaient. Et puis il y avait quand même une inspiration Marvel, c'est christique. pareil aussi. Hein. Il y avait une inspiration christique aussi quelque part. Tout à fait, oui. Et donc, tu crois pas si bien dire. La dualité est, qui a été explorée plus tard est intéressante, mais après. Avec Batman, oui. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a plus le côté Boy Scout. Tu sais, Superman, ça a été un peu le héros parfait. Bah, c'est le cliché de Superman qui va chercher le chat en haut de l'arbre. Sauf la kryptonite qui est son talon d'Achille. Là, d'ailleurs, on peut Les kryptonites. en faire référence à la mythologie grecque là pour le coup. Mais d'ailleurs, kryptonite, qui est un mot maintenant qui est passé vraiment dans la culture générale. C'est-à-dire Oui, on pourrait dire c'est ta kryptonite. Oui, les gens comprennent. On le dit souvent. Même j'ai entendu des paroles de chansons et les gens disaient c'est ma kryptonite. Tu fais ah oui d'accord, ok, d'accord. On en est à ce point-là. Elle a 15 ans cette chanson. Ah.
Oui, je vois, celle que tu parles, elle a 15 ans. Je sais même pas ce que c'était, mais j'ai entendu ça vaguement. Oui, je vois très bien. Voilà. Il y avait même un événement avec Edgar Rice Burroughs, qui est le créateur de Tarzan, qui avait rencontré, il était pourtant plus âgé, puisqu'il avait 69 ans. Lui, il a 15 Jerry Siegel, il avait 30 ans à l'époque, qui était un fan de la création de ce personnage par Jerry Siegel. Donc voilà, c'était un bel hommage. Superman ne volait pas, en plus, je crois, dans les tout premiers. Ouais, c'est possible. Oui, il me semble bien. Il avait juste une cape pour faire joli. Je me rappelle pas. J'étais pas né. Ouais, mais moi j'ai vu le premier, Superman. Au cinéma. Ah bah oui. Alors, j'ai cru que t'allais dire que t'étais né. Christopher Reeve. Alors le premier, oui et non, puisque certes il y a eu des sériels avant. Il y a eu une sorte de petit film de moyen métrage, Superman et les nains de l'enfer. Ça donne envie. Hein. C'était sorti en 57. Après, en France, il y a aussi tout le côté de télévision avec George Reeves, quoi, qui avait marqué quand même son époque. Et c'était George Reeves qui jouait d'ailleurs dans Superman et les nains de l'enfer. Ah d'accord, ok. Et c'est George Reeves qui avait été ensuite interprété par Ben Affleck, c'est ça, dans Hollywood. Parce qu'en fait, il fait partie des cold cases, on ne sait pas trop qui l'a assassiné et pourquoi, tout ça. Ouais. George Reeves. George Reeves, oui. Donc c'est un... C'était le Superman. En fait, non, Superman c'est Reeves, oui. Alors qu'après, l'acteur d'après, c'est Reeve. Ah, d'accord. Et c'est Christopher en plus. Mais George Reeves n'a rien à voir avec Keanu Reeves. Mais non, ça s'écrit pareil. Mince, George Reeves et le suivant. Oui, non, il y a un S en plus pour George Reeves. Il y a un S apparemment. Oui. Et Christopher Reeve, il n'y a pas de S. Ah bah tu vois, j'étais persuadé. Enfin, on s'en fout. Et on va parler de Christopher Reeve avec du coup le premier Superman, le premier que tout le monde connaît, 1979 en France, que du coup tu avais vu en salle à l'époque. Non, pas en salle, je vais vous dire où je l'ai vu. Je l'ai vu dans mon village à l'époque et c'était projeté sur les murs du temple en plein été et c'était un cinéma en plein air, quoi, du coup. Et c'était un beau souvenir pour moi d'enfance, on va dire. Richard Donner à la réalisation. Qu'est-ce qu'on en pense de ce premier film ? C'est un classique parmi les classiques qui a influencé tous les films de super-héros. Je pense que n'importe quel réalisateur nouveau qui se lance dans un film de super-héros va te dire mon influence, c'est Superman de Richard Donner. Je pense que ça a influencé tous les fans boys de comics. C'est la base. Superman, Batman et Spider-Man. C'est la trinité. Non, mais même Superman a encore plus cette aura, puisque c'est l'un des premiers. Richard Donner qui était le réalisateur de L'Arme Fatale. Tout à fait. Ne l'oublions pas. Oui, qui fera après. En fait, surtout, en termes d'ambition, d'effets spéciaux, alors certes, tout n'a pas bien vieilli, mais je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Et je trouve que l'émotion, en fait, fonctionne toujours aussi bien. Oui. Du genre, quand il y a la mort de Loïs, alors l'effet retour dans le temps, quand il est toujours un peu amusant. Oui, mais tu vois, entre le jeu de Christopher Reeve et la mise en scène, je trouve que ça fonctionne toujours autant. Puis en plus, tu sais, tu as la voix de Marlon Brando, tout ça. Et n'oublions pas que le film est écrit par, quand même, Monsieur Mario Puzo. Oui, exactement. Pas l'oubli. Le parrain. Qui a écrit Le Parrain, tout à fait. Et Marlon Brando n'en avait tellement rien à faire de ce film, visiblement, mais il s'en sort bien. Il est venu là, il a pris je sais plus combien de millions et puis pour 10 minutes je crois à l'écran. Et quand ils avaient posé la question en interview à Christopher Reeve, il a dit qu'est-ce que c'est de jouer avec Marlon Brando? Il a dit bien. Voilà, c'est tout. Ils avaient enchaîné le tournage du 1 et du 2 d'ailleurs. Oui, tout à fait, ils avaient enchaîné les deux en même temps, il était fini à 70 ou 80%. Alors, je sais plus tellement si c'est différent créatif ou s'il demandait un peu plus d'argent. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il avait pas trop la main. Le studio Warner n'avait pas trop la main dessus, donc ils ont mis de côté Richard Donner pour rappeler Richard Lester qui a fait pas mal de reshoots qui étaient plus malléables. Donc en fait, ils ont tourné la scène qui est à Paris au début du 2 et puis ils ont modifié pas mal de choses, rendant le tout un peu comique et moins dramatique. Je trouve quand même que c'est une suite honorable. C'est une suite honorable. Alors oui, il fallait qu'il tourne au moins 50%, plus de 50% du film pour pouvoir être crédité. Réalisateur. Oui, ils ont dû rajouter des choses, sachant que Richard Donner en avait fait déjà pas mal. Et c'est pour ça que quelques années plus tard, Richard Donner délivrera sa Richard Donner Cut qui est pour vraiment Superman 2, en prenant vraiment du coup les scènes qu'il avait tournées lui, en picorant à droite et à gauche, même en utilisant des scènes de casting entre Christopher Reeves et la révélation entre Superman et Lois en fait n'est pas la même. Oui, ils ont utilisé la scène de casting que
Quand tu le sais, tu remarques, mais sinon, ça passe. Ça passe. Ça passe pas mal, ouais. C'est amusant. Mais Superman 2, oui, était plutôt bien. Ouais, puis il y a quand même le méchant qui est interprété par Gene Hackman, dont on avait parlé à l'occasion de Lex Luthor. Voilà, c'est quand même un bon acteur aussi qui donne son cachet aussi à Superman. Et dans le 2, c'est Zod interprété par Terrence Stamp, tout à fait. Très bien, Terrence Stamp. Et là, ça commence déjà j'ai horreur du 3. Le 3 est affreux. Ouais, c'est pas terrible. En fait, le 3 souffre d'un gros problème, c'est que c'est plus un film Richard Pryor qu'un film Superman. Je vais te dire, je crois que je préfère me voir le 3 au 4. Le 4 au 3. C'est possible. Le 4 est quand même très affreux. Oui, mais il est rigolo. Mais en fait, il est tellement nul que c'en est rigolo. Oui. Ouais. Et le 3, il y a juste une très bonne scène où on a Superman qui se bat contre lui-même, mais le reste est vraiment très très oubliable. Superman qui se bat contre un ordinateur, de météo. Oui. Ça me revient. C'est les producteurs de base qui ont viré Richard Donner aussi. Je sais plus comment il s'appelait, mais qui voulait avoir la main vraiment sur les films. Et donc ça doit être Pierre Spengler et Alexander Salkind. Voilà, c'est ça, c'est Salkind, oui. Salkind. Et donc Superman 3, un peu vampirisé par Richard Pryor, qui était donc cet humoriste américain très 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 populaire à l'époque. Superman 4, produit par la Canon. Mais je trouve qu'il a un pitch extraordinaire. Le pitch est génial. C'est-à-dire, Superman désarme le monde des armes nucléaires et il envoie tout valdinguer dans le soleil. Bon, par contre, ça fait un peu rire de voir un filet géant en dehors de la Terre avec toutes les armes dedans, puis il les envoie. Je veux dire, la scène à l'ONU, tout ça est vachement bien, quoi. Je veux dire, Superman qui va à l'ONU, tu sais, mais je pense que dans Batman v Superman, cette scène a été reprise, tu sais, quand il va au... après, je pense que dans les comics, il doit en avoir pas mal des scènes. Mais par contre, le film après part en cacahuète. Ah oui, c'est-à-dire que vous avez des humains qui respirent dans l'espace. Oui. Sans casque, hein. Ouais, sans rien, ouais. Et puis ils sont enterrés. Genre, c'est une sortie printanière. Ils sont enterrés sous la Lune par l'homme nucléaire. Enfin, c'est une catastrophe. Le fameux coup du cheveu indestructible qui se fait couper par une pince. Ouais, c'est ça. Tu fais rigoler le fan club. Ah non, mais franchement, Superman 4, c'est à voir juste pour se marrer. Pour moi, c'est l'un des pires films que j'ai vu de ma vie. C'est sorti en 87. Mais il faut le voir justement peut-être pour rigoler. Ouais, c'est plus moche que le film sorti en 79 et c'est sorti en 87. Ça fait partie des nanars, là. On peut parler des nanars. C'est un nanar. Voilà. Oui. Et sachant qu'en plus, ils avaient tourné tellement de scènes qu'ils pouvaient monter un Superman 5 sans Christopher Reeve, normalement. C'est vrai. Ouais, et du coup, on a attendu un long moment, jusqu'à 2006. Je peux me permettre l'événement, enfin aussi entre-temps, moi ce qui m'a fait connaître Superman, la série animée de Paul Dini et Bruce Timm, quand même, moi qui m'a les années 90, qui était très très bonne. Et la série, tu l'as vu en interview, David Corenswet et Nicolas Hoult, quand on leur pose la question quel est ton premier rapport avec Superman, ils disent c'est la série animée. C'est la série, non, c'est Smallville. Ah, Smallville. Ils ont dit tous les deux Smallville. Moi c'était la série animée Superman, puis la série animée La Ligue des Justiciers, puis qui après était Smallville quand même. Et Smallville juste après, Oui, donc ça a quand même eu une grande. Je me rends compte que les gens de notre génération, ça a eu une grande influence. La trilogie du samedi soir. Mais Superman Returns, le retour. En parlant de la trilogie du samedi soir, j'ai omis de rendre quand même hommage ce soir à Michael Madsen, Julian McMahon. Voilà, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. Et Mark Snow, je ne sais plus. Mark Snow, le compositeur de X-Files, quand même, donc qui nous ont tous les trois quittés ce week-end. Et Julian McMahon était une figure emblématique de la trilogie du samedi soir avec Charmed et Nip Tuck. Oui. Mais du coup, pour Superman, on a attendu une longue traversée, pas avant 2006, pour voir un Superman au cinéma. Bryan Singer revient et propose une sorte de suite au 2. Au 2, Richard Donner cut, sans tenir compte du 3 et du 4. Donc c'est pour ça qu'on considère que vous pouvez vous faire une bonne trilogie Superman. C'est ce que j'ai fait la dernière fois. En faisant 1, 2... Returns. Et Superman Returns, moi j'ai jamais trop bien compris les critiques de l'époque parce que j'ai toujours bien apprécié ce film. En fait, moi je l'ai revu. Je l'ai dû le voir, mais il y a très longtemps. Je l'ai revu à la hausse, mais il y a toujours un problème de rythme dans ce film. Peut-être. Oui, il est toujours. En fait, toute la scène avec le continent, sur le principe, est bien. Ouais. Mais en fait, on a entrecoupé avec son fils, entre guillemets, avec les scènes avec James Marsden, avec l'avion, c'est long. En fait, tu perds beaucoup de temps. Je pense que le film aurait vraiment mérité à couper une demi-heure, peut-être pas, 20 minutes, et je pense qu'il aurait gagné en lisibilité, qu'il aurait été plus digeste, parce que je trouve vraiment que tout le long est mou. Juste après qu'il sauve l'avion aussi, je trouve que ça met du temps à se mettre en place, et les acteurs
Hormis Kevin Spacey manque de charisme. Il y a un petit côté rythme à l'ancienne en fait qui me va bien en fait, je sais pas, avec ce film-là. Je trouve que ça va bien avec les deux premiers. Il y a des scènes qui sont toujours aussi impressionnantes, genre la scène de l'avion, la scène du continent avec toute la symbolique que ça représente. Et puis Kevin Spacey en Lex Luthor, c'est excellent choix. Hein, Mais par contre, Brandon Routh, il fait ce qu'il peut. Je trouve qu'il s'en sort pas trop mal. Il s'en sort mieux dans le Arrowverse où il reprend le rôle de Superman quelques années après, dans le film. Et Kate Bosworth en Lois Lane, non, ça va pas. C'est pas une mauvaise actrice, mais je trouve que ça va pas. Ouais. En tout cas, je trouve qu'il faut lui redonner sa chance à Superman Returns. Il y a des scènes assez impressionnantes pour l'époque, je trouve. C'est un bon Superman. Et puis donc, après arrive en 2013 Man of Steel, produit par Christopher Nolan et réalisé par Zack Snyder. C'est le lancement du DCEU. Oui. Qui nous a beaucoup DCEU. C'est vrai. Voilà, elle est facile, mais on la sort à chaque fois. Je la valide. Voilà. Mais on peut pas dire qu'au début c'était mauvais, parce que Man of Steel, c'est du très très bon Superman. C'est pas mal, j'ai plutôt bien apprécié, moi. Ils prennent des risques, ils réinventent un peu la mythologie, toute l'iconographie de Krypton, de toute l'intro avec Russell Crowe est bonne, je veux dire. Et Henry Cavill a quand même une belle prestance, je trouve. En tant que Superman. Et Michael Shannon en Zod, ça fonctionne. Le casting, très bien. Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner, Russell Crowe, Violet Zaurer, Diane Lane, Laurence Fishburne. Il y a encore le monsieur qui joue dans... parce que ça fait... Il y a que des stars dans ce film, quoi. C'est impressionnant. Et surtout, moi, ce qui m'avait impressionné à l'époque, film que j'ai vu en sortant du bac, pour tout vous dire, c'est la séquence de baston de fin qui, moi, m'avait vraiment cloué au siège, quoi. C'est vrai. J'avais trouvé ça extraordinaire. Extraordinaire. C'était la première fois qu'on voyait vraiment qu'on s'imagine deux surhommes se battre, deux kryptoniens comme ça, les dégâts que ça pourrait engendrer. C'est ça. Et bon, voilà, après le film a marché, mais a été beaucoup critiqué par son trop grand nombre de destructions, que voilà, non, peut-être que il a quand même ses lettres de noblesse, Man of Steel. Oui, moi c'est un Superman que j'aime beaucoup. C'est même pour l'instant ma version préférée. Je suis pas sûr. Mais j'aime beaucoup le Batman v Superman aussi, version longue, parce que là, la dualité avec donc le Superman d'Henry Cavill et le Batman de Ben Affleck, je trouvais que le film était vraiment très 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 intéressant. Il a des thèmes qui va vraiment jusqu'au bout. Alors c'est un film qui a son rythme, qui du coup prend vraiment le temps de développer tout ce qu'il a à dire. Et je trouve que c'est un film assez fascinant quand même. Ce qui était bien, c'est qu'avec Man of Steel, on était un peu dans les étoiles avec Superman, et en fait avec Batman v Superman, on est redescendu au niveau humain, et c'est la scène d'intro qui le prouve, qui est toujours aussi efficace, où en fait on revoit les événements de Man of Steel, mais du point de vue de Bruce Wayne, en fait, qui est donc d'un humain. On tue du coup le côté surhomme du personnage. En fait, on critique une forme d'incertitude, de doute Batman qui vient se greffer là-dessus. Batman considère que même s'il y a 1% de chance qu'il détruise la Terre, c'est déjà trop, quoi. Oui. Qu'il soit mauvais, voilà. Parce que c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est la question qui se pose de se dire, mais là, il est gentil, mais si un jour il décide de ne plus l'être, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le postulat de base, c'est qu'il est gentil, donc et donc c'est un sauveur de l'humanité. Alors n'oublions pas que dans la version de Man of Steel, mais ça va bien aussi avec notre époque, je trouve. Ouais. C'est-à-dire qu'on remet en question les idoles et puis les monstres sacrés du paysage mythologique. Et on tue un peu Dieu, là, quelque part. C'est toujours pareil. En même temps, aussi, toutes les histoires ont été racontées, donc c'est pas mal de les déconstruire aussi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que de toute façon, c'est pour ça que la version de James Gunn s'éloigne un peu de ce côté plutôt dark, apparemment, pour revenir quelque chose de plus lumineux à la Christopher Reeve. Et puis on va parler de la dernière itération, c'était Justice League. On va éviter la partie de 2017 qui était pas très très glorieuse. On va surtout parler du montage de Zack Snyder de 4 heures quand même. Oui. Où du coup Superman, là la figure christique est plus que claire puisque Superman est ressuscité. Oui. Voilà. Là on a compris. Et puis il est devant le soleil pour se régénérer, tout ça, mais avec un côté quand même, il a envie d'en découdre dans celui-là. Ouais.
aussi. Non, mais c'est là aussi que c'est intéressant, cette figure christique, vraiment très développée avec Snyder, le côté qui se fait planter par la lance. Oui, c'est vrai qu'il se fait transpercer par la lance, oui. Dans Batman vs Superman, qui ressuscite par la suite. Enfin voilà, c'est un cadre comme toujours Puis il y a l'espoir. toute l'interrogation dans BVS qu'on n'a pas dans Justice League, parce que Justice League, après, il y a Superman, mais bon, c'est Superman et les autres, quoi. Alors que dans BVS, il y a toute la question de est-ce qu'il doit intervenir, est-ce qu'on a besoin d'un Superman, est-ce que le monde ne devrait pas se débrouiller tout seul aussi. Oui. C'est vachement intéressant, quoi, cette question. Ah, c'est des Qu'est-ce questions. qu'on peut se passer de Superman? Dans Voilà. Super, C'est la question que vous allez vous poser demain en allant au cinéma. Par exemple, dans Superman Returns, Lois écrivait, elle avait le prix Pulitzer pour un article qui s'appelait Le monde n'a pas besoin de Superman, tu vois. C'est vrai. Faire écho dans. Mais comme quoi, finalement, les adaptations sont différentes, mais se rejoignent quand même globalement sur le message. Le message du personnage, Oui, quoi. parce que ça représente l'espoir, tu vois. Aucune des adaptations C'est n'a un finalement exutoire, raté. C'est une figure, comment dire, avec un exutoire fort, hein, Superman. C'est tout ce que les faibles et je dirais ceux qui subissent les injustices se disent. Si on C'est ça. pouvait, Si on va par là, il s'incarne en Superman, du coup. Hein. très rapidement, si on y va par là, les adaptations de comics, c'est un peu les péplums modernes avec Oui, c'est ça. la mythologie à l'ancienne, tu vois, la mythologie gréco-romaine. Et notamment chez Snyder, on a ces représentations de figures, j'allais dire christiques, mais plus divines. Divine, Voilà. Sacré. Mais bon, donc réponse demain, ou ceux qui sont déjà en train de le voir en avant-première. Et moi, je trouve que l'acteur ressemble beaucoup à Henry Cavill. Il a un petit côté Henry Cavill. Et à certains moments, il y en a qui ont dit par moment, il avait un peu la mâchoire à Christopher Reeve. Il a l'air d'avoir un peu un sourire à la Christopher Donc, Reeve. ce qui me fait dire, en fait, amalgame ouais. de tous les Superman. Ce qui me fait peut-être juste dire, en fait, du coup, il ressemble à Superman. Est-ce que c'est vraiment un homme? Moi, je me demande, si Superman, est-ce que c'est... Non, d'abord, c'est pas un homme, Superman, et c'est c'est un extraterrestre. Donc, Mais j'espère d'abord qu'on a pensé à faire un bon film avant de vouloir lancer un univers. Ah, ça, c'est un très bon point, en effet. Mais réponse la semaine prochaine, lorsque nous donnerons nos avis. Moi, j'ai tendance à penser que ces franchises-là qui s'éternisent vont vers pas le meilleur. Après, James Gunn est assez surprenant comme réalisateur et plutôt bon. C'est vrai. À voir, donc. À voir. Et réponse demain dans les salles ou dès maintenant, si vous êtes en première. Demain, je ne sais pas. En tout cas, on va se quitter sur une dernière musique, mais avant cela, le programme de la radio demain est assez chargé. 4 émissions. Questions de parents présentées par Elodie L de 12h15 à 12h45. L'émission Parents Autrement présentée par Pauline de 13h à 14h. L'émission Eurohit présentée par Sébastien de 20h à 21h. Et l'émission L'After Latino présentée par Sébastien de 21h à 23h. Et n'oubliez pas la nouvelle émission événement de la radio durant cette période estivale. C'est l'émission Summer Disco Party présentée par Christian à partir de ce vendredi de 22h30 à minuit. Après le jazz, place au disco pour cet été. Et alors là, il va enflammer vos dance floors. On va s'amuser comme des fous. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine. Et on se quitte, bien évidemment, sur le thème de Superman par John Williams. À la semaine prochaine.